Et nous commençons donc comme tous les jeudis avec Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Je le disais en introduction, l'année 2022 qui débute montre une incompréhension parfois entre les attentes des investisseurs et les financements réalisés sous la bannière ESG, ISR ou à impact. Nous avons le plaisir de recevoir pour en parler Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine Husson-Traoré. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors j'ai cité un certain nombre de scandales pour ce début d'année, certains en lien directement avec des critères ESG ou des financements octroyés sous bannière ESG ou ISR, d'autres pas forcément en lien direct avec des financements, mais si on prend un peu de recul, je vous propose de commencer par une caricature. En 2020, avec la pandémie, tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait faire de l'ESG. Ça a accéléré un certain nombre d'usages digitaux et on s'est rendu compte effectivement qu'il fallait faire attention à un certain nombre de choses et notamment à faire attention à l'environnement, donc le critère E, mais également le critère S ou le critère G. Aujourd'hui, début 2022, on a l'impression que le mode d'analyse ESG ne tient pas ses promesses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le niveau d'exigence qui a augmenté ou est-ce qu'on a mis en place un modèle qui ne fonctionne pas et on s'en rend compte aujourd'hui? Alors, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est des démarches volontaires. D'accord. Depuis le départ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les seules obligations réglementaires sont des obligations de reporting, pas de faire telle ou telle chose. Donc, en fait, chaque acteur financier décide de la façon dont il intègre des critères ESG dans sa gestion d'actifs. Et en fait, le problème de cette vraie fausse promesse, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui essaient d'intégrer de l'ESG sans que ça transforme leur pratique. D'accord. Donc on va chercher l'ESG là où il y en avait déjà finalement. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, ils font une sélection où ils repèrent les émetteurs ou les projets les mieux notés, mais dans l'idée que c'est aussi des projets évidemment très bien notés financièrement, mais surtout que c'est cette note qui est importante, peu importe finalement comment elle est construite. D'accord. Et on a un décalage total puisque finalement les risques ESG, c'est-à-dire les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, eux, ils se matérialisent de plus en plus. Les catastrophes climatiques, vous parliez des marées noires, mais aussi évidemment dans le cas d'Orpea, on s'est aperçu que oui, l'entreprise fait des résultats phénoménaux, sauf qu'elle les obtient en maltraitant à prix assez exorbitant les personnes qui sont dans ces établissements. Et donc du coup, on se dit mais alors à quoi ça sert d'avoir une analyse ESG si finalement le critère social prédominant pour cette activité-là n'est pas évalué dans ce mode de notation. Donc on s'aperçoit qu'en fait c'est de l'autodéclaration des deux côtés, j'allais dire. Du côté de l'entreprise, qui effectivement essaie de se montrer son meilleur profil ESG, Bien sûr. et puis du côté des investisseurs qui du coup prennent cette note. Et qui disent regardez, on fait de l'ESG. Voilà. Alors il y en a une toute petite partie qui est quand même allée vérifier sur place, qui est allée visiter des établissements, et qui du coup d'ailleurs n'ont pas investi dans Orpea sur des critères sociaux en se disant... Pas l'air quand même, ils ont l'air plus intéressés par l'immobilier que par le bien-être des personnes. Mais alors, si on reste sur ce sujet Orpea, au-delà de cette petite partie dont vous parlez, c'était une valeur, entre guillemets, qui était très bien notée en matière d'ESG. Alors, qu'est-ce qui fait que le scandale, d'un coup d'un seul, éclabousse cette entreprise? Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, de cette notation? Alors, ça dit effectivement que la problématique, c'est là où vous évoquiez ISR, ESG, Impact, c'est vrai qu'on a tendance à tout mettre dans le même panier. Ah bah, effectivement, en 10 minutes, moi, je mets tout dedans. Et très clairement, les promoteurs de fonds ont tendance à appeler tout pareil. En fait, derrière, c'est vraiment très important de regarder quel type de technique ou de mode de gestion financière est mis en place. Et la notion d'impact, c'est vraiment de se dire, on ne choisit pas seulement une entreprise par son secteur d'activité. Bien évidemment, le vieillissement de la population, par exemple, est un sujet social majeur dans des pays occidentaux vieillissants. Mais en revanche, on se demande comment est exercée cette activité. Et c'est ça toute la subtilité entre l'ESG, on va dire à l'ancienne, qui prend des notes sur multicritères, où en général, une entreprise qui fait ça bien, par effet de moyenne, elle arrive toujours à être à peu près éligible, on va dire, versus un acteur qui va aller chercher au plus près quel est l'impact, à quel prix finalement, soit environnemental ou social, sont obtenus les résultats financiers. Et en fait, là où ça va être intéressant cette année, c'est que ça, c'est ce qu'attendent l'investisseur particulier. Bien sûr. Parce que finalement, si on lui propose un produit de ce type-là, il doit se dire, moi, évidemment, je veux bien des résultats financiers, c'est normal, mais par ailleurs, je veux qu'on puisse me dire que je finance vraiment
une économie à impact positif. C'est-à-dire que Donc, je ne veux pas avoir dans mon portefeuille des scandales pareils. Parce que l'épargnant, effectivement, si je comprends bien, c'est qu'il ne veut pas savoir le chemin. Lui, ce qu'il voit, c'est le point de départ de son argent et l'arrivée. Et entre guillemets, il ne veut pas qu'il y ait de scandale à l'arrivée. Il ne veut pas être choqué par là où son argent a été investi au final. Le conseiller financier est dans une position très particulière puisque à partir de cette année, il va devoir à la fois proposer des produits dans le cadre de l'assurance vie labellisés et ensuite donc savoir quelle garantie apporte ces labels. Et puis, par ailleurs, demander aux clients quelles sont ses préférences ESG. Donc là, on va changer totalement de dialogue entre un client particulier et son conseiller, puisqu'on va parler de finalement, est-ce que l'environnement c'est très important pour vous? Est-ce que c'est plutôt le social? Est-ce que c'est tout ensemble? Et il va falloir être capable de mettre en face des produits qui répondent à ces attentes. Bien sûr. Oui. Et donc, par rapport à cette offre aujourd'hui ESG, elle est suffisamment floue pour certains acteurs pour que Morningstar ait décidé récemment de délister plus de 1000 fonds. D'accord. De 1000 fonds représentant 1200 milliards d'euros d'encours qui, par leurs promoteurs, avaient été classés durables. D'accord. Et par Morningstar, après analyse du portefeuille, finalement, ils ne sont pas si durables que ça. Et ça, c'est ce qu'on fait nous, par exemple. On a une base de données Market Data. Et en fait, il ne suffit pas de nous dire qu'un fonds est durable pour qu'il soit inclus dans notre base de données. On regarde effectivement qu'est-ce que le produit, quelles sont les caractéristiques du produit, est-ce qu'il y a une analyse ESG sérieuse et est-ce qu'elle impacte quand même un minimum la composition du produit. Parce que quand vous dites qu'il ne suffit pas de dire qu'un fonds est durable, c'est-à-dire qu'on peut s'auto-déclarer fonds durable ou oui, c'est ça. Absolument pas interdit. Là, ce qui est en train de se développer, c'est une réglementation européenne qui petit à petit, donc son petit nom de code, c'est SFDR, qui va obliger, en gros, donc c'est toujours de l'autodéclaration. Par contre, selon la façon dont on range son fonds, on va devoir être beaucoup plus comptable de ce qu'on dit sur un fonds. D'accord. Donc aujourd'hui, la crédibilité de l'ESG va reposer sur ce qu'on appelle des fonds article 9, qui devront à la fois indiquer quel est leur objectif durable. Est-ce qu'ils veulent effectivement contribuer à atteindre l'accord de Paris sur le climat ou tel objectif social, etc. Et donner des indicateurs d'impact sur la façon dont les entreprises qui sont sélectionnées dans ce portefeuille permettent d'atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, c'est une toute petite partie de l'offre durable. Alors, il y a une notion que vous avez abordée que je trouve très intéressante, c'est le coût de la performance financière, donc le coût ESG finalement de cette performance financière. C'est une question qu'on ne se pose pas suffisamment aujourd'hui quand on investit dans les entreprises. On regarde que la performance financière, justement. Oui, et c'est la logique aussi de moyen long terme. La question est à quel prix elle est obtenue. Par exemple, dans le cas d'Orpea, ils ont publié un communiqué absolument fascinant il y a quelques jours sur leurs résultats financiers. Et ils font comme si cette crise n'existait pas. D'accord. Ils expliquent, regardez, nous, on a fait plus de 4 milliards de chiffre d'affaires. On a un taux d'occupation qui remonte. Alors, effectivement, clairement, parce que moins de personnes âgées meurent du Covid. Mais par ailleurs, ils font comme si tout ça n'existait pas. Alors là même que le cours de bourse s'est effondré pour le coup. Alors c'est là où ça devient très curieux, où je pense qu'en termes de gestion de crise, ils sont assez mal conseillés, puisque faire comme si ça n'existait pas, alors que finalement les marchés ont enregistré le fait qu'Orpea, ils ont perdu plus de 60% de leur valeur boursière. Bien sûr. Oui. Donc essayer de la reconquérir en disant aux financiers purs, écoutez, nous, nos données sont toujours bonnes, alors que finalement le marché leur dit oui, mais le prix auquel vous obtenez ces résultats est socialement inacceptable. Vous allez en plus probablement avoir des régulations, des contrôles, voire un certain nombre de procédures pour délits d'initiés ou autres. Donc ça, c'est pas soutenable. Donc la performance financière ne suffit plus maintenant. La question, c'est est-ce qu'elle est soutenable ? Donc là, on a un grand débat, par exemple, sur le climat, autour des performances remarquables de tous les pétroliers. Bien sûr, oui. Total, etc. Avec les hausses des prix de l'énergie, effectivement, ça leur a profité en 2021. Et donc, la question qui est intéressante aujourd'hui, c'est effectivement, à très court terme, d'ailleurs, on a eu plutôt une réaction positive, évidemment, sur leur cours de bourse, et puis sur les actionnaires qui reçoivent des dividendes. Mais tout de suite, quand même, c'est sous surveillance. C'est-à-dire que vous avez eu des explications sur comment cet argent est mis au service de la transition sur le plan. Et puis surtout, et ça c'est un point qui n'est jamais abordé, on parle de risque, de ce qu'on appelle les stranded assets. C'est-à-dire que si avec cet argent, ils financent énormément de projets pétroliers, gaziers, qui peuvent potentiellement très rapidement devenir des stranded assets, c'est-à-dire des actifs qui vont avoir coûté très cher à forer, explorer, etc., mais qui ne seront pas rentables parce qu'il va falloir les arrêter avant qu'ils arrivent à être rentables. Donc ça, on est aujourd'hui sur un moment très intéressant où ce qu'on appelle la matérialité des risques est devenue très concrète, c'est-à-dire qu'elle peut se chiffrer dans un certain nombre de cas ou s'évaluer, et que donc l'analyse ESG qui commence à se développer, c'est celle dont on a besoin pour se dire est-ce qu'elle m'identifie bien les risques et est-ce qu'elle m'identifie bien la capacité de l'entreprise à savoir gérer ces risques et à mettre en place une stratégie. Et donc là, on
On commence à peine. On commence à peine et donc on essaye de clarifier un petit peu tout ça. Il nous reste une minute. Je voulais vous entendre également sur un sujet d'actualité. Il y a 2 grandes compétitions sportives, une qui se tient en ce moment et l'autre à venir, qui font débat en matière d'écologie. Les Jeux Olympiques d'hiver en Chine avec notamment ce sujet de neige artificielle. Donc on apporte de la neige qui n'est pas naturelle pour faire en sorte que la compétition sportive puisse se tenir dans le pays où on a décidé qu'elle allait se tenir. Et on a une compétition de football également à venir au Qatar avec des stades ouverts qui vont être climatisés. Est-ce que là, l'ESG et l'analyse ESG auraient pu avoir son mot à dire en matière de financement ? Alors, elle a clairement alerté et on voit effectivement que finalement, avec Pékin et cette magnifique image de ce tremplin au milieu d'un complexe industriel abandonné qui symbolise finalement, en fait, c'est l'image qui restera des JO de Pékin. Bien sûr, oui. Et donc, une espèce d'absurdité qui consiste à... C'est un vieux modèle, en fait. C'est-à-dire que le business des JO est très rarement rentable pour celui qui l'organise. En revanche, ce qui est rentable, c'est ça ouvre des nouveaux marchés, en particulier le nouveau marché du ski à un pays qui manifestement n'a pas de neige. D'accord. Donc là, en termes d'absurdité, y compris climatique, puisque penser que le ski est une activité d'avenir alors que le réchauffement climatique va l'hypothéquer à peu près partout. Et surtout oui, parce que même dans des pays où il y a de la neige, effectivement, il y a déjà une grosse consommation de neige artificielle. Voilà. Donc on a vraiment... Alors, et environnementalement, la neige artificielle, c'est vraiment un problème. Sur la question du Qatar, c'est la même chose. Mais en fait, tous les sujets ESG sont liés, parce qu'il est assez probable que le Qatar ait un peu acheté sa Coupe du Monde. Parce que l'idée d'organiser dans un désert qui est assez inhabitable, alors de jouer au football encore plus, et faire venir des gens du monde entier encore plus. Donc on a bien, sur le plan de la grille ESG, ça passe pas, en fait. Bien sûr. En revanche, c'est jusqu'où, aujourd'hui, ce type de modèle... dont on réplique des modèles d'hier, effectivement. Voilà, l'économie répond effectivement en disant mais c'est un business. Oui, mais c'est un business qui a un prix environnemental et social tellement élevé qu'il n'est pas soutenable et donc il serait peut-être raisonnable de le remettre en cause. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson-Traoré d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler tout ça. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Novetic et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.